Et bienvenue au débrief de l'investisseur. Nous allons voir aujourd'hui ce qui s'est passé cette dernière semaine. Et on va commencer par l'événement qui a fait trembler le monde entier. À savoir, contrairement à ce qui est marqué sur cet article, il n'y a pas eu de crash, mais la turbulence qu'il y a eu sur le Bitcoin et par contre le crash qu'il y a eu sur certaines crypto-monnaies. Le marché crypto perd près de 20 milliards de dollars. C'est un carnage, dit le titre de cet article de 01net.com. Ébranlé par une nouvelle annonce de Donald Trump. Alors en réalité, il a réagi à quelque chose qu'avaient décidé les Chinois. Donc c'est pas lui, pour une fois. Pour une fois, c'est pas lui dans son coin qui s'est dit tiens, je vais encore foutre la merde. Non, il a réagi cette fois-ci. Donc en 24 heures, la première crypto-monnaie a perdu 15%, bah oui. Et la définition d'un crash, c'est à partir de 20%. Donc c'est pour ça que je dis que ce n'est pas un crash. C'était potentiellement les soldes à voir. Bon, moi personnellement, je crois au cycle de 4 ans. Donc je pense que on est à la fin du cycle, tout simplement. Mais bon, je ne suis pas conseiller financier, donc à vous de faire vos propres recherches. Plombé par le Bitcoin, tout le marché des crypto-monnaies s'est effondré. Les plateformes d'échange ont enregistré près de 20 milliards de liquidations en l'espace d'une seule journée. Dans ce contexte particulièrement sanglant, certains altcoins ont perdu jusqu'à 90% de leur valeur. Alors le truc, c'est que ceux qui auraient eu envie d'acheter n'ont pas pu, parce qu'en fait, les exchanges ont eu des problèmes de liquidité, ont bloqué, donc vous n'arriviez même pas à vous connecter pour essayer de faire les soldes. Donc voilà, et la réalité c'est que les 20 milliards c'est pas sur les marchés spot, c'est sur les marchés dérivés, donc c'est surtout les singes qui utilisent des effets de levier qui se sont fait liquider. C'est pas vous et moi, petits investisseurs qui achetons en direct sur le marché spot. Voilà, moi personnellement, j'ai des ETF à effet de levier sur S&P 500 et Nasdaq, mais jamais je prendrais un truc à effet de levier sur les cryptos, quoi. Le président américain a en effet annoncé son intention d'appliquer une taxe de 100% sur toutes les importations venues de Chine vers les États-Unis à partir du 1er novembre. Le chef de l'État indique réagir à la décision de la Chine d'encadrer davantage ses exportations de technologies liées aux terres rares. Alors les terres rares, c'est pas des terres et elles sont pas rares. C'est des métaux, et c'est partout dans le monde. C'est juste que on en avait en Europe, on en a toujours, mais la manière de le récolter, c'est pas très écolo. Donc on s'est dit, sauvons la planète au lieu de polluer en les extrayant de nos sols. On va polluer en les extrayant du sol de Chine. Et en plus, on polluera en les faisant venir. Donc c'est encore pire pour la planète. On aurait mieux fait de continuer à défoncer notre sol pour récolter ces terres rares. Mais bon, soit. Et donc c'est la Chine qui a lancé les hostilités et Trump a réagi. Voilà, faut pas toujours cracher sur ce pauvre Trump. Il est pas très malin déjà. Mais c'est pas toujours sa faute, quoi. Et donc vous voyez sur ce beau graphique du Bitcoin en date du 6 octobre, et c'est marrant, j'avais tracé cette ligne au 6 octobre. Vous pouvez voir, il y a quelques semaines, j'avais fait une vidéo point de marché sur les cryptos, sur le Bitcoin où on en était, et vous verrez que cette ligne verticale rouge à la date du 6 octobre était déjà présente à l'époque. Mais bon, soit. En plus, le RSI était en zone de surchauffe en journalier, donc c'était potentiellement la fin du cycle. On ne sait pas si c'est la fin du cycle, néanmoins on est à moins 14%. On voit que en graphique journalier, on voit qu'on est en dessous de l'AMM, donc de la moyenne mobile 200. Donc la moyenne mobile 200 jours, c'est vraiment le long terme. On a percé en dessous, donc à voir si on va la réintégrer, ce serait bien. En weekly, on voit qu'on s'est quand même approché de la moyenne mobile 50 jours, donc c'est pas non plus encore la fin du monde, mais vous voyez, on l'a approché, on n'a pas été jusqu'à elle, mais à son approche, on a quand même rebondi, donc à voir, est-ce que c'est le début du bear market? Voilà, encore une fois, je ne suis pas conseiller financier, mais
Si on est toujours dans des cycles de 4 ans, bah, ça veut dire que ce sera aux alentours de novembre-décembre le point le plus bas. Il y a plein de gens qui disent cette fois-ci c'est différent parce qu'il y a les ETF, il y a les BlackRock et tout, il y a les fonds de pension qui commencent à investir, donc peut-être, peut-être que ça va rebondir sur la moyenne mobile 50 jours et qu'il n'y a plus de cycle, etc. C'est pour ça qu'il faut toujours garder un peu de Bitcoin. Mais personnellement, vu la période où il y a eu cette grosse chute, pas ce crack, cette grosse chute, ça me conforte dans l'idée que les cycles sont toujours présents. Et donc, personnellement, j'imagine bien le Bitcoin revenir à 75 000, c'est-à-dire plus ou moins, enfin la zone 70 000, 75 000 $, c'est-à-dire le top du bull market de 2021. Et donc, par rapport au niveau d'aujourd'hui, ça voudrait dire encore une baisse de 28%, et par rapport au plus haut, ça voudrait dire une baisse de 38, on va dire 40%. C'est moins fort qu'avant, mais effectivement, il y a des ETF, il y a des institutionnels, il y a des fonds de pension, il y a des États qui s'y mettent, donc on le voit, la volatilité se réduit petit à petit quand même. C'est beaucoup moins volatile qu'avant, même si ça reste une crypto-monnaie, donc ça reste volatile. Mais je vois bien la moyenne mobile 200 remonter petit à petit, parce qu'il y a toujours du délai avec une moyenne mobile 200. Le cours descendre petit à petit jusqu'aux 70 000, 75 000, et à ce moment-là, rebondir sur la moyenne mobile 200 et partir pour un nouveau bull market qui alors pourrait arriver à des targets qu'on avait déjà prévus, de 175 000, 200 000, bon 450 000, j'y crois pas trop, mais voilà, c'est pas avant 4 ans, si on est toujours dans les cycles de 4 ans, et on peut faire nos cercles de Fibonacci, si on a atteint le plus haut et que le plus bas irait jusque 75 000, allez, disons même 70 000, ça voudrait dire que on pourrait atteindre les 270 000 de target. Et si on va jusqu'à 75 000, c'est 247 000. Donc voilà, moi pour le prochain cycle, mes targets seront plutôt aux alentours des 250 000. Donc personnellement, si on est dans un début de bear market qui va durer jusqu'en décembre 2026, j'achèterai fort à cette période-là, et malgré tout, au cas où ce scénario ne se réalise pas, je commencerai un DCA d'ici sans doute janvier. Alors certes, si on est dans un cycle de 4 ans et qu'on est dans le début du bear market, ça veut dire que je vais acheter haut en janvier, un peu moins haut en février, un peu moins haut en mars, mais ça me permet de déjà pas me poser trop de questions, et si mon scénario ne se réalise pas, je serai quand même investi sur le Bitcoin. Bref, c'est pas une vidéo sur le Bitcoin, c'est une revue d'actualité, donc passons à la suite. On peut vite faire les indices. L'indice monde, alors on a fait un all-time high, donc je vais un peu switcher. Bon, on voit que, à part la crise en mars-avril de Trump, bon, ici, il y a une petite baisse des marchés, mais l'annonce de Trump, c'était un vendredi quand les marchés étaient déjà fermés, donc il ne s'est pas passé grand-chose. C'était plutôt en off-market. Donc par rapport au plus haut, on a fait un moins 3,80 et on a déjà rebondi, on n'est plus qu'à moins 2,42%. Donc c'est pas vraiment une crise qu'on vit. Alors pareil, un petit all-time high depuis la dernière fois qu'on a fait notre vidéo sur les marchés sur le S&P 500, donc pas mal, 6700 à peu près. Et par rapport au plus haut, on a fait un moins 3,32, bon, et on a déjà rebondi. On est plus qu'à moins 1,60, ça va quoi. C'est même pas les soldes. Un autre all-time high sur le Nasdaq, ça faisait un petit temps que j'avais pas été sur les indices, donc voilà, pareil, il y a eu une petite bougie, moins 4,50, mais on a déjà rebondi à moins 89,
par rapport au plus haut. Donc ça va, c'est raisonnable, on est encore bien. Mais bon, on n'est pas là pour faire une analyse technique des marchés. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, en Belgique, il y a le grand Cruc me croque. Jean-Luc Cruc, qui dit l'huissier de justice est à la porte de la Belgique. Bah oui, c'est un état à faillite. Hein. C'est pour ça que vous êtes aux abois et que vous voulez toujours taxer plus. Alors, rapidement, qu'est-ce qu'on nous dit? On est face à un exercice budgétaire qui est des plus difficiles. C'est 10 milliards d'euros qu'il faut aller chercher. Alors, il faut faire attention aux termes employés. C'est 10 milliards d'euros qu'il faut aller chercher. Il ne dit pas c'est 10 milliards d'euros qu'on va essayer de réduire dans nos dépenses. Non. C'est 10 milliards d'euros qu'on va aller chercher chez ceux qui ont de l'argent. C'est-à-dire vous et moi. Hein. Les plus riches, ils vont se barrer, c'est tout. Donc c'est la classe moyenne qui va encore prendre dans le cul. Tout le monde devra participer à l'effort, en ce compris les épaules les plus larges, en ce compris le capital. Je vous invite à voir, je crois que c'était ma dernière vidéo, où on voyait qui étaient les épaules les plus larges. Bah, en fait, on était déjà dans les épaules les plus larges, avec un montant ridiculement bas. Bah oui, on est un pays de clodo, donc... De nouvelles taxes, bah oui, toujours la même solution. Hein. Moi, je dis toujours, faites une grande différence entre les expressions extérieures de certains présidents de partis, ils visent le MR et Georges-Louis Boucher, hein, et ce qu'on a comme ambiance à l'intérieur. Parce que, effectivement, Georges-Louis Boucher dit non à des nouvelles taxes. Bon, il disait non déjà à l'époque, et finalement, on a la taxe sur les plus-values. Hein. Donc voilà. Et là, clairement, en gros, il dit aux journalistes et à nous, citoyens, ok, Georges-Louis, il parle beaucoup, mais t'inquiète, on va vous mettre des nouvelles taxes dans le fion, vous allez le sentir passer. Donc toujours la même chose avec le gouvernement le plus à gauche de ces 20 dernières années. Sachant quand même que la Belgique est dans le top des pays qui taxent le plus. Alors, ici je suis sur un article de CNews, je vous mettrai tous les liens en description de la vidéo, comme à chaque fois. Voici les 15 pays qui payent le plus d'impôts dans le monde. Alors, c'est pas les pays qui payent le plus d'impôts, hein. C'est les citoyens qui sont prisonniers de ces pays, en fait. Mais, en numéro 1, le Danemark, en 2, la France, en 3, Cocorico, la Belgique, yes, la Belgique. Et d'ailleurs, ça m'a fait marrer, parce que j'ai relu le titre de l'article, parce que je me disais, mais c'est que des pays européens, donc c'était le top 15 des pays européens. Non, le top 15 des pays dans le monde. Eh ben, Danemark, France, Belgique, Hongrie, Slovénie, Finlande, Serbie, Suède, Italie. Alors Serbie n'est pas dans l'UE, hein, mais je crois qu'ils y sont, je sais plus. Mais ils veulent en faire partie en tout cas. Suède, Italie, Autriche, Allemagne, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas et Portugal. Donc en fait, tous les pays qui taxent le plus dans le monde sont en Europe. Merci. Alors, quelles sont les pistes de solutions pour... quelle vision d'horreur, à chaque fois que je vois leur tête, ça me fait froid dans le dos, quoi. J'ai des surfroides. Alors, les 4 propositions de De Wever. Alors, est-ce qu'il y a réduire le train de vie de l'État? Non. Alors, rapidement, hein, on n'est pas là pour faire une vidéo qui va dans le fond des choses, c'est une revue d'actualité. Hein, donc, vous m'excuserez si je passe rapidement sur chaque news. Alors la première, c'est modifier la TVA. En Belgique, il existe 4 taux, 0%, 6%, 12% et 21%. Et le but, c'est d'harmoniser et de mettre 9% au lieu de 6 et 12. Alors on se dit, bon, d'un côté on gagne, de l'autre côté on perd. Mais en pratique, cela reviendrait à une augmentation de la TVA, censée rapporter plusieurs milliards d'euros à l'État. En effet, aujourd'hui, presque tous les produits de première nécessité et de consommation courante sont soumis au taux de 6%. Donc voilà, hein, c'est pour ça que ils veulent nous dire non mais regarde, ok certes on va augmenter le taux de 6 à 9, mais t'inquiète, hein, tout ce qui est à 12%, c'est-à-dire rien, on va passer à 9%. Ah merci, super, quoi. Vous êtes trop gentils, quoi. On est vraiment pris pour des cons, c'est un truc de dingue. Si la TVA passait à 9%, le panier de courses deviendrait donc plus cher. Bon, ça... est-ce que le journaliste avait vraiment besoin de le préciser? Merci Captain Obvious, quoi. La facture d'énergie pourrait elle aussi largement augmenter, car depuis 2023, nous ne payons que 6% de TVA sur l'électricité et le gaz. Oui, sachant que depuis que nos génies ont décidé de se mêler d'une guerre qui ne les concerne pas, à savoir la guerre entre la Russie et l'Ukraine, et de ne plus s'approvisionner en gaz russe, le prix du gaz a explosé
en Europe, et nos génies à l'Europe ont décidé de fixer le prix de l'électricité sur le prix du gaz. Et contrairement à des pays comme l'Espagne qui a dit fuck off, moi j'arrête cette règle à la con, et ben nous on a décidé de continuer. Donc en fait, on pourrait payer beaucoup moins cher notre gaz et l'électricité, peu importe le niveau de taxe en fait. Mais suite à des mauvaises décisions politiques, et ben on paye notre gaz et notre électricité très très cher, et donc 6% de TVA, c'est déjà beaucoup sur un prix qui est déjà gonflé artificiellement. Une autre solution, c'est réduire les dépenses de la santé. Donc pas le train de vie de l'État. Hein. Voilà. Un saut d'index. Voilà, je ne sais même pas en fait en quoi l'État vient se mêler des salaires des citoyens. Mais bon, soit. Donc Georges-Louis Boucher dit non. Donc ce sera oui. Hein. On va se prendre le saut d'index. Vous allez voir. Je sais pas à quoi ça sert d'avoir le MR dans ce gouvernement. Et encourager plus de malades de longue durée à retourner au travail. En soi, pourquoi pas, mais les chiffres qui sont mis dans cet article, c'est hallucinant. Actuellement, plus d'un demi-million de Belges sont en arrêt maladie depuis plus d'1 an. Donc c'est triste, hein. Faudrait analyser, hein, parce qu'il y en a beaucoup, c'est des burn-out dus à du mauvais management. Et souvent, c'est dans des sociétés publiques. Donc en fait, parce que vous avez des politiques et des pistonnés politiques à des postes de management qui ne sont pas à leur place et qui du coup foutent en burn-out et en dépression des éléments. Donc le problème, c'est pas forcément le malade de longue durée, c'est parfois simplement son management. Et alors bon, il y a ceux qui ont des maladies incurables, ça c'est encore autre chose. Donc voilà. Et donc mettre la pression, pour moi c'était pas vraiment l'endroit où il fallait mettre le plus de pression, mais déjà sur le demi-million, donc il y a 500 000 Belges en arrêt maladie depuis plus d'1 an. Sachant qu'il y a 5 millions d'actifs hein, en Belgique. Il y a 4,97 millions de personnes en âge de travailler. Donc déjà, il y a 10% de la population active qui est en maladie. Il y en a 300 000 qui ont été déclarés inaptes jusqu'à leur retraite. Alors il y a une étude récente de l'INAMI, il faut voir ce qu'elle vaut. Hein. Faut voir comment ça a été fait, parce que j'aimerais bien... j'ai pas eu le temps de lire l'étude, j'aimerais bien la lire, si j'ai le temps. Montre que un quart d'entre eux est injustement en arrêt maladie. Donc c'est de la fraude, donc faudra sanctionner les médecins hein, à un moment. Ça veut dire que, allez, un quart de 300 000, ça fait 75 000, plus 200 000 donc, qui ne sont pas définitivement inaptes, donc ça fait 275 000. Ça fait 2,5% de la population active qui est en maladie, qui pourrait revenir travailler. Bon, moi je dis, faut voir les conditions de travail, hein, parce que je pense vraiment que le gros, c'est dans la fonction publique, parce que c'est des pistonnés de politique qui sont à des postes de management, des politiciens qui ont parfois même pas les couilles de se présenter aux élections, mais c'est quand même des pistonnés politiques, ils sont pas à leur place, et du coup ils font faire des burn-out à toutes leurs équipes. C'est plutôt eux qu'il faudrait sanctionner, mais bon, soit. Bref, et le reste, alors ça c'est pas les pistes de De Wever, mais il y a toujours la taxe des millionnaires de Vorreut, hein. Taxe, un encadrement plus strict des sociétés de management qui se versent de faibles salaires, donc en gros c'est niquer les indépendants, et encore une taxe sur les colis étrangers. Bon, ça à la limite pourquoi pas, mais je pense pas que c'est ça qui va rapporter énormément d'argent. Il est possible que ces idées refassent surface plus tard, mais ces mesures isolées ne suffiraient pas à assainir au moins 10 milliards d'euros d'ici 2030. Et pourquoi il faut toujours plus d'argent? Mais on va pas toucher quand même au train de vie de l'État, hein. 2000 € d'indemnité pour un toit qu'ils n'ont pas à payer. C'est lunaire. Donc ils ont 2000 € par mois, les ministres, qui est octroyé sans condition, qu'il ait besoin d'un logement ou non. Quand il n'y a pas de place au cabinet, il est aussi possible de louer un appartement privé, une location à charge de la régie des bâtiments. 11 de nos 15 ministres sont ainsi logés aux frais de l'État, en plus de l'indemnité de logement déjà existante. Donc on a des bâtiments qu'on pourrait mettre en location, toucher des revenus locatifs. Non, on les met à disposition de nos ministres, qui ont voiture avec chauffeur. Hein. Bon. Donc ils speed, en plus ils sont accompagnés de voitures de police, donc ils sont sur la bande d'arrêt d'urgence, donc ils peuvent foncer à 250 km/h. Hein. Ils peuvent rentrer chez eux facile, mais non, ils ont... Et
un petit logement préparé par la régie des bâtiments, et en plus 2000 € par mois, sachant qu'il y a des gens, c'est même pas leur salaire, quoi. Ils travaillent, ils ont même pas 2000 € par mois. Hein, contrairement à ce qu'avait dit Lecoq, comment elle s'appelle, la présidente, la coprésidente écolo, qui a dit que le revenu médian c'était 6500. Enfin, totalement déconnecté les politiques. Donc à la fois on a un logement qui peut être mis à disposition, à la fois on a une indemnité pour frais de logement. Il y a quelque chose qui est un peu difficile à justifier, au moins au niveau des termes. Non, pas qu'au niveau des termes en fait. C'est difficile à justifier tout court, Jean Faniel. Je sais pas qui c'est Jean Faniel, mais... Enfin, s'ils le mettent plus haut. Politologue et directeur du Centre de recherche et d'information sociopolitique, le CRISP. Bon. On avait le CRUC, maintenant on a le CRISP. Bref, c'est une catastrophe. Et alors, ouais, ça... David Clarinval, vivant à 2 heures de route de la capitale, il est compréhensible qu'il ait lui aussi besoin d'un pied-à-terre. Moi, j'habite à 1h30 et je le fais tous les jours en fait, pour aller au boulot. Et moi, c'est un vieux bus... Un vieux bus tout pourri de... Tu te croirais en 1980 à l'URSS. Ces bus dégueulasses, crapuleux, surbondés quand ils roulent. Pas de chauffage en hiver, chauffage en été. Enfin, c'est n'importe quoi. Les bus de Lane, c'est vraiment quelque chose en Brabant flamand. Bref, catastrophique. Et moi, je le fais tous les jours en fait. J'ai 3 heures de route. T'as une voiture avec chauffeur, mec. Donc, stop. Il est compréhensible qu'il ait lui aussi besoin d'un pied-à-terre. Franchement, les journalistes, à un certain moment, dites-le, hein, si votre langue vous fait mal, quoi. Nous n'avons d'ailleurs abordé que le gouvernement fédéral, mais les autres niveaux de pouvoir sont également concernés. Donc, région, communauté française. Bon, j'espère quand même que au niveau communal, ils n'ont pas des logements de fonction, ils sont censés habiter dans la commune. Hein. Alors, une bonne nouvelle quand même. Belfius ferme le robinet du crédit à la région bruxelloise. C'est un texte de Hamid Faljaoui. Une chronique d'Hamid Faljaoui. Bon, je me suis déjà foutu de sa gueule pour son nom de famille, mais son article de presse était très bien la dernière fois. Ici, ça va, mais un peu plus de punch, hein, Hamid. Belfius, pourtant banque publique. Pourquoi tu dis pourtant? Ça veut dire que quand t'es une banque publique, normalement t'es moins regardant. C'est ça que tu veux dire? Donc, elle a estimé qu'elle n'avait plus vocation à servir de matelas de confort à une région sans pilote. Alors, est-ce que c'est aussi ridicule que y a-t-il un pilote dans l'avion? Eh bien, je pense que oui. Je pense que le gouvernement actuel et que nos politiques du Parlement bruxellois sont aussi ridicules que le film Y a-t-il un pilote dans l'avion? Depuis 2016, la dette de la région bruxelloise a triplé pour atteindre 15 milliards d'euros. Triplé en même pas 10 ans. C'est fou, hein. En 2025, elle devra verser 80 millions d'intérêts. Eh ben, la banque justifie son retrait par une trop grande exposition à la sphère bruxelloise. Ça, c'est une excuse, hein. En gros, elle dit j'ai envie de récupérer mes sous quand même à un moment. En clair, elle estime avoir déjà suffisamment prêté aux communes, aux intercommunales et aux hôpitaux. Donc, on est vraiment une région en faillite. Hein. Enfin, Bruxelles est région en faillite. Moi, j'ai réussi à m'en extirper. Voilà, c'était le dernier article de cette revue d'actualité. Ça fait un peu plus de 20 minutes qu'on voit ça. Dites-moi si ce format vous intéresse. On parle de plus de sujets en une vidéo. On n'approfondit pas autant chaque sujet, mais je pense que on a dit le principal. Vous trouverez toutes les sources en description de la vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez donner de la visibilité à cette chaîne, parce qu'il faut qu'il y ait des gens qui disent les termes en Belgique, merci de liker, de commenter, de partager cette vidéo à toute personne qui pourrait être intéressée. Si ce n'est pas déjà fait, merci de vous abonner. Ça permet de booster tout ça, ça permet de booster l'algorithme YouTube qui va mettre alors ma chaîne et ses vidéos en avant. Je vous dis encore un grand merci et à très bientôt. Ciao, ciao.